Bonjour à tous. Merci de nous être fidèles sur ce rendez-vous quotidien quasiment de François, le défi de la vérité. Il était inconnu du grand public il y a de cela encore un peu plus d'un an, détesté par les uns, adulé par les autres. Il est sûrement devenu l'un des hommes les plus médiatiques de France. Il a presque remplacé l'OM dans le cœur des Marseillais, me disait récemment un ami. En tout cas, des interventions au compte-gouttes à la télévision. Les médias, ils s'en méfient. Les journalistes ne les aiment pas vraiment. C'est un scientifique, en tout cas de renommée internationale, qu'on a la chance et l'honneur de recevoir sur ce plateau aujourd'hui, en direct donc de Marseille, pour le défi de la vérité. Professeur Raoult, bonjour. Bonjour. Vous dites dans votre livre que la science est un sport de combat. Vous dites c'est vraiment aujourd'hui un combat, ce virus. C'est vraiment le combat de votre vie? Oh, je ne sais pas, c'est le combat de ma vie. La science, de toute manière, bien entendu, il y a une naïveté qu'on trouve chez les gens. Il y a une espèce de sacralisation de la science en disant les, les scientifiques, mais comme on dit les journalistes, ou comme on dirait les footballeurs, tout ça n'appartient pas à une communauté, mais il y a tous les extrêmes qu'on peut trouver à l'intérieur. Après, la science, l'intérêt de la science, c'est la connaissance. Et la connaissance, bien entendu, c'est quelque chose qui change, sinon le sujet est mort. Et les avancées de la connaissance sont toujours des objets de conflit et mettent toujours un certain temps avant de bénéficier d'un consensus, d'une majorité d'opinions dans un sens ou dans l'autre. Alors, vous disiez au début de la pandémie que le coronavirus n'était finalement pas si méchant. Vous parliez même à l'époque de grippette. Est-ce que vous persistez aujourd'hui, professeur, et vous signez? Vous voyez, c'est ce que vous êtes en train de faire une des horreurs que font les journalistes. Je n'ai jamais dit de ma vie que c'était une grippette, c'est une connerie. Ouais, c'est important de le souligner, vous voyez, c'est important de le souligner. Non, C'est mais pour ça que vous êtes là aujourd'hui également. de connerie qui passe son temps à être répétée par tous les journalistes. C'est même la raison pour laquelle je vous suggère de lire mon dernier livre, qui est un verbatim. Verbatim, ça veut dire mot à mot, tout ce que j'ai dit, et je n'ai jamais parlé de grippette de ma vie. Vous confondez avec Jean-Louis Debré, qui a parlé de grippette au moment de H1N1, et je disais déjà que grippette est un néologisme que je n'emploie jamais et qui ne veut rien dire. Et en pratique, cette maladie ne ressemble de près ni de loin à la grippe, et vous n'avez pas vu mon livre, parce que si vous l'aviez lu, la première page que je raconte à propos des coronavirus endémiques est de dire les coronavirus sont dangereux. Donc tout ça, c'est des bêtises de journalistes. Alors, si on vous avait écouté, professeur, y aurait-il eu quand même moins de morts, la moitié moins de morts en France réellement? Pour finir, de toute manière, sur les coronavirus, et pour revenir à des choses qui sont rationnelles et pas des espèces de fantasmes dits de bêtises véhiculées par les ondes, nous avons maintenant les données réelles de l'INSEE qui sont publiées. Il y a d'ailleurs un très beau papier, pour une fois, publié dans Le Monde, ce qui est rare qu'il y ait des bons papiers dedans. Mais il y a un très bon papier publié par Lebras, qui est une star, qui est la star de la démographie française, qui montre qu'en réalité, ce que nous avons, ce qui est sur notre site, c'est qu'en réalité, l'augmentation de la mortalité est invisible jusqu'à 75 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de morts en 2020 pour les moins de 75 ans que ce qu'il y en avait en 2018 et en 2019. Donc cette crise de nerfs est une crise de nerfs qui a concerné des gens de plus de 75 ans, d'accord. La perte d'espérance de vie est extrêmement mineure. Moi, j'attends chez nous la perte d'espérance de vie chez les morts est de 3 ans par mort, d'accord. Ce qui, une fois que ceci sera réellement calculé par rapport au nombre de morts, montrera que le changement d'espérance de vie est probablement négligeable sur l'année 2020. Donc tout ça, c'est des chiffres et c'est de la réalité. Donc, ça n'est pas négligeable et ça n'est pas une grippette. Ça n'a d'ailleurs, les seuls qui ont pris cette maladie pour une grippe, c'est ce gouvernement. Moi, j'ai jamais pensé qu'une nouvelle maladie était assimilable à une maladie ancienne. C'est de la bêtise, c'est de l'ignorance. Ce qui a été pris en France, comme dans tous les pays occidentaux, c'est le plan stratégique du Center for Disease Control en 2017 pour faire face à une épidémie de grippe et qui a confondu la grippe et les infections à coronavirus qui n'avaient rien à voir. Et je peux vous dire que le premier malade que j'ai vu avec un coronavirus, il avait une anosmie, qui n'arrive jamais avec les grippes. Donc, ce n'est pas les mêmes maladies, c'est pas vrai, et ne me faites pas dire de bêtises parce que je n'en dis pas.
Professeur, alors on commence à voir en tous les cas les premiers retours des vaccins. D'après vous, est-ce que les vaccins fonctionnent? Vous avez des données statistiques précises et toutes les mesures possibles à Marseille. Il faut dire je crois qu'il y a près de 800 personnes, hein, c'est ça, qui travaillent à l'IHU. C'est le plus grand pôle d'infectiologie véritablement de France. C'est trop tôt pour évaluer les choses. Ce que l'on voit maintenant est ce qui était ce qu'on peut comprendre assez facilement. Les virus, globalement, l'Occident est passé par une crise de nerfs qui a rendu la plupart des gens complètement aveugles. Les virus ne sont pas des objets inertes. Donc, la plupart, une partie importante de la science qui s'est développée dans les pays occidentaux a considéré ce qu'on appelle la recherche mécanistique, c'est-à-dire l'interaction moléculaire et seulement l'interaction moléculaire, c'est-à-dire on a un objet, un autre objet, et on regarde comment ils fonctionnent l'un avec l'autre comme dans un puzzle. Mais le vivant n'est pas comme ça, il bouge tout le temps. Et donc là, ce que l'on a pris, c'est ce qui fait la spécificité du coronavirus, c'est une protéine, on appelle Spike. Et donc, il y a une partie du monde qui est obsédée par les stratégies mécaniques et moléculaires, qui a fait des vaccins seulement sur cette partie Spike. Donc ça, c'est les vaccins Moderna, AstraZeneca et Pfizer. Le danger d'un vaccin de cette nature-là, ce qui est pratique, c'est que c'est fabriqué après, au bout d'un moment, en usine, donc on peut en produire des quantités considérables. On n'a jamais utilisé ces vaccins avec les évaluations de précaution, c'est-à-dire, normalement, il faut 2, 3 ans, 1 million de personnes vaccinées pour savoir ce que ça fait. Là, dans l'urgence, puisque tout le monde est affolé pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, mais en tout cas qui sont déconnectées de la réalité, ce vaccin a été développé avec des méthodes qu'on ne connaît pas et qui est d'une fragilité extrême que l'on voit maintenant, mais qu'on pouvait imaginer assez facilement. C'est qu'à partir du moment où on met toute la pression sur le virus sur juste une cible, eh bien la capacité du virus à changer une partie de cette cible et à faire que le vaccin ne soit plus efficace est extrêmement grande. Et c'est ce qui est en train de se passer apparemment, d'une part avec AstraZeneca, et d'autre part, j'ai vu que Moderna était en train de dire que sa troisième production de vaccins allait intégrer les variants, mais ce sont les variants connus maintenant. Est-ce que vous appelez ça vaccin? Vous appelez ça vaccin, vous? Moderna? Oui, c'est un vaccin, oui. D'accord. C'est pas de la thérapie génique, non? Non, non, c'est un vaccin. On vous envoie de l'ARN et vous le transcrivez vous-même en une protéine et vous développez des anticorps contre cette protéine qui est une protéine qui n'est pas à vous. Alors, professeur, oui, vous avez évoqué, vous, il y a de cela quelques jours, ce fameux… Oui. Les Chinois, en revanche, développent un vaccin qui est un vaccin que moi, personnellement, j'aurais choisi, qui est le vaccin qui est comme le vaccin contre la grippe, c'est-à-dire on prend des virus qui sont des virus entiers, qui sont inactivés, donc on sait qu'ils ne vont pas vous donner de maladie, et ils ont des résultats qui sont exactement comparables à ce que l'on a contre la grippe, et qui ont plus de chances de résister aux variants parce qu'ils comprennent le virus en entier, y compris d'autres parties qui donnent aussi lieu à des réactions immunitaires, et donc qui sont moins fragiles sur le plan des variants. Donc je pense que ces virus, ce vaccin n'a pas besoin de démontrer qu'il est quelque chose de spécial. C'est un vaccin normal, fonctionnel pour la grippe, et qui correspond au même type de questions. Et vous savez, pour la grippe, chaque année, on fait une soupe de souches différentes parce que, comme ce virus-là, le vaccin contre la grippe mute. Alors justement, à propos de mutation, c'est vrai que vous avez évoqué de cela il y a quelques jours, ce mutant sud-africain du virus qui passe, je crois, par le Maghreb via des Comoriens, ce que vous disiez, et qui rentre en France. À quoi servent donc, professeur, les vaccins avec tous ces mutants actuels? Alors, on va bien voir, hein. Encore une fois, ça dépend. Il faut distinguer dans les vaccins. Moi, je pense que pour l'instant, celui que je comprends le mieux, je ne dis pas que c'est le meilleur. D'ailleurs, il faut du temps. Regardez, un des problèmes que l'on a avec le fait
de vouloir avoir une vérité par jour. J'y peux rien d'ailleurs, c'est le métier des journalistes, c'est d'avoir une vérité par jour, c'est pas d'avoir raison 10 ans plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir raison 10 ans plus tard, ce qui sera de plus en plus compliqué mécaniquement. Mais c'est ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir relire ce que je disais il y a 10 ans. J'ai écrit un que sais-je sur les nouvelles maladies infectieuses en 97, je renie pas un mot. Hein. Je n'ai pas l'habitude de me renier, ce que je disais est parfaitement exact. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie logique dans votre façon de penser et dans ce que vous dites. En tout cas, le vrai scandale aujourd'hui, et je m'en réfère à cela, à date, derrière tout cela, et même, je dirais, Ségolène Royal demande des comptes à ce propos, c'est le Remdesivir. Le Remdesivir utilisé, on le sait, je dis au grand public, contre le Covid, qui a déjà rapporté, je crois, près de 900 millions de dollars à Gilead. Coût de fabrication, moins de 5 dollars, vendu 390 la dose, soit près de 80 fois le prix. D'après vous, professeur, c'est vraiment là un scandale d'État, du même acabit, on peut dire, que le sang contaminé? Je pense que vous êtes très, très en dessous des bénéfices de Gilead et surtout des actionnaires de Gilead. Parce qu'il y a eu des mouvements, il y a eu un moment où ça se comportait quasiment comme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a eu une spéculation pendant 3 mois sur... Plus 17%, je crois, des cours de bourse. Oui, mais de plus 17% qui diminuait à 5%, et il y avait des conflits il y avait des délits d'initiés absolument considérables, puisqu'ils savaient très bien quand allaient publier un papier pour ou un papier contre. Et donc, c'est pas plus 17%, ça a été vraiment en dents de scie. Et donc, je ne sais pas, plusieurs centaines de milliards se sont échangés sur cette action. Hein. Donc, c'est bien plus que 1 milliard de dollars qui a été vendu à l'Europe. Euh, le problème du remdesivir depuis le début, et ça, la France a joué un des vraiment mauvais rôles, puisque la France a continué sous l'impulsion De l'Europe? de l'équipe de... Non, 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 la France, sous l'impulsion de l'équipe de l'INSERM, qui est à la manœuvre depuis le début dans ce pays sur le coronavirus, a été un des derniers pays à continuer à tester le remdesivir. Il a proposé gratuitement dans les hôpitaux, le DGS l'a proposé gratuitement dans les hôpitaux, alors que le papier auquel participait la France de l'OMS disait que ça ne servait pas. Donc la France a eu un rôle particulier. Alors il y a quelque chose de plus sur le remdesivir dont je suis en train de faire l'investigation, qui est encore bien pire. Le remdesivir, en réalité, depuis sa naissance, Abîme les reins, il faut dire ça aux téléspectateurs, c'est bien ça d'un point de vue technique. c'est pas de ça dont je vais vous parler. En pratique, depuis que c'est connu, le remdesivir, et que ça a été testé, ça a été testé sur Ebola. C'est-à-dire, ça n'a pas marché sur Ebola, c'est pour ça qu'ils ont essayé de le recaser sur le corona. Mais déjà sur Ebola, et déjà sur les coronas endémiques, pas sur celui-là, le remdesivir avait montré qu'il avait une action mutagène. Donc, ce que fait ce médicament, c'est qu'il remplace un acide nucléique dans l'ARN du virus. Et donc, ce faisant, il a une action mutagène extrêmement importante. Il entraîne des mutations. Et donc, nous et d'autres avons, quand on met ce médicament sur des virus au laboratoire, le nombre de mutations qui apparaissent dans ce virus est spectaculaire. Et actuellement, tout ce que nous voyons maintenant publié, c'est les gens qui ont des virus pendant longtemps et qui ont reçu ce médicament sont burés de mutations, y compris la mutation 501 qui est typique du virus anglais. Et donc, on est de plus en plus à penser derrière le rideau qu'une partie des mutants a été induite d'une manière significative par ce médicament qui était inefficace, c'est-à-dire que pendant un mois, un papier publié dans le New England Journal of Medicine, pour une fois qu'il publie une chose intelligente, c'était bien, un patient a reçu 4 doses entières de remdesivir, 4 traitements complets. Il a eu du virus pendant tout le temps, donc on voit le virus ne marche pas, on sait ça depuis très longtemps, oui, pour le sida ou les hépatites, on vérifie, on regarde s'il y a encore du virus dans le sang, ou s'il y en a encore, ou s'il ne disparaît pas. Nous, notre premier papier qui a tellement été critiqué, c'était la disparition du virus avec l'hydroxychloroquine. Donc ça, avec l'hydroxychloroquine, avec plus de 10 000 traitements, on n'a jamais vu de durée de persistance virale comme ça. Tout ce qui a été décrit, c'est avec le remdesivir. Et à la fin, c'est bourré de mutants. Et le devenir de ces mutants, en particulier avec la pression de sélection liée au vaccin et liée aux anticorps que l'on balance aux mêmes malades, ça sélectionne des mutants qui résistent
et qui ont des mutations justement dans cette protéine spike. Donc, ce que vous dites, et pour le grand public, j'essaie de transcrire, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu technique, c'est que non seulement, ça ne sert à rien, mais en plus, ça a des effets pervers, quoi. C'est ce que vous dites. Ah oui, oui, ça a des effets d'influence sur la mutation virale qui fait qu'il y a des mutants qui sont créés par le remdesivir très très facilement et que le risque de ces mutants est totalement inconnu, mais qu'il y a des coïncidences entre les mutations qu'on voit et les variants qu'on voit se développer actuellement à toute vitesse. Alors, professeur, une question, je dirais presque pratique à mi-parcours de cette émission. Ma mère, par exemple, qui rêve de se faire vacciner, qui attend désespérément aujourd'hui le rendez-vous. Je lui dis quoi, docteur? Que ça sert à rien, que je vais la perdre d'ici peu, qu'elle aille vous voir à Marseille, qu'elle a plus de chances de mourir de la vaccination que du virus. Je lui dis quoi, à ma mère? Non, on ne peut pas dire ça. Si vous voulez, la seule chose que l'on connaisse à peu près, compte tenu de la manière dont l'évaluation de ces vaccinations a été faite, qui a été très bâclée, hein, dans ceux qui sont les vaccins occidentaux, il n'y a pas eu assez de gens qui ont été testés. On n'a pas assez de recul. On a le recul de quelques mois, on n'a pas le recul de 5 ans. Mais pour les sujets qui sont à risque de faire une maladie grave et à risque d'être contaminés, il est, pour moi, et dans l'état actuel des connaissances, clair que les bénéfices de la vaccination sont supérieurs aux risques. Maintenant, demain, je n'en sais rien. Si le variant sud-africain prend le dessus, je ne sais pas ce qui se passera. Euh, euh, nous verrons après. Pour l'instant, c'est une des armes que nous avons. Ce en quoi je suis en désaccord, c'est de croire, comme depuis le début, on a l'impression que les gens qui gèrent cette épidémie jouent à des jeux vidéo, c'est-à-dire on va appuyer sur un bouton et ça s'arrête, et c'est pas comme ça. Ce sont des apprentis sorciers, c'est ce que vous dites. Il faut utiliser tous les outils que nous avons, il faut arrêter d'avoir des tabous, il faut arrêter d'avoir des opinions a priori, il faut regarder les données réelles et à partir de ça, ajuster les choses. Il n'y aura pas de miracle, mais on pourra améliorer en particulier la mortalité des gens qui sont les plus à risque. Mais professeur, alors je crois que c'est un scoop que vous nous livrez ici. C'est selon vous, donc, les bénéfices pour des personnes à risque aujourd'hui de prendre le vaccin sont plus importants que les risques. Je reformule ça à votre façon. Tout à fait. Ouais, c'est très important. Vous dites que, par ailleurs, que les conditions qui sont prises aujourd'hui par les gouvernements sont d'un autre âge. Je ne fais que vous citer. Mais la critique, vous savez, professeur, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, est facile et comme on dit, l'art est difficile. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez véritablement à la place de Véran sur les tests, sur le confinement, sur les masques, sur le vaccin, bref, toutes les questions que les Français aujourd'hui ont envie de vous poser et que je ne fais que relayer finalement? Non, mais globalement, si vous voulez, ce pays est désorganisé et désorienté. Et quand il commence à être désorienté et désorganisé, les choses ne s'arrangent jamais. Moi, c'est ce que je pense. Il faut repartir à zéro et faire un point. Les tests ont été, au début, donc la France a été le dernier pays à faire des tests à un niveau raisonnable. On était les seuls en France à le faire. Et d'un coup, on a lâché tous les tests avec des tests qui marchent mal, une absence de normes. Et donc, il y avait, nous, on vérifiait les tests positifs, il y en avait 20 à 40% qui étaient négatifs en réalité, donc c'était faux positifs. Les savonnettes qui ont été achetées par millions, elles ratent 30% des diagnostics. Donc, si vous voulez, tout cet affolement amène à voir, comme tous les gens qui sont affolés, soit on fait plus rien parce qu'on est paralysé, c'est ce qui était le début, soit on fait tout à la fois sans plus rien valider. Tout ça, c'est pris dans l'affolement. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'affolé ni de craintif, donc je ne m'inquiète pas. On prend les décisions, on évalue les choses, y compris si on peut les faire très vite. Nous, les évaluations des tests, il nous a fallu 48 heures pour les faire. On fait 3000 tests par jour. Donc, pour vous dire ça marche, ça, sa sensibilité, c'est ça, la spécificité, c'est ça, il suffisait de nous demander. Donc, si vous voulez, il y a là une vraie émotion qui nuit aux choses. Concernant le confinement, tout le monde pouvait avoir une opinion et pendant longtemps, moi, je n'ai pas eu d'opinion parce que je n'ai d'opinion que sur des choses qui sont démontrées. Quand les choses sont démontrées, je regarde la qualité des travaux qui sont faits et donc je dis, écoutez, voilà, ces travaux, je les crois. Mais une situation comme ça n'a jamais été fait, sauf
en se mettant dans des perspectives historiques qui étaient la comparaison à Marseille, par exemple, de la quarantaine et du lazaret. Le lazaret, c'est on isole les gens contagieux et la quarantaine, on isole tout le monde. On a bien vu dans l'histoire de Marseille que la quarantaine ne marchait pas du tout. Donc moi, j'étais plutôt lazaret que quarantaine. Il y a maintenant un an de recul. Il y a un très bon travail qui a été fait par le meilleur épidémiologiste du monde, qui s'appelle Ioannidis, qui évalue toutes les stratégies, y compris celle de la France et de la Suède, et qui dit, écoutez, maintenant, on n'a strictement aucune évidence que tout ça serve à quelque chose. Donc, ça veut dire que s'il y a des circonstances dans lesquelles ça sert à quelque chose, c'est marginal. C'est comme quand on parlait de la mortalité, c'est pas la peine. Moi aussi, je peux vous montrer des gens en réanimation qui ont 30 ans, dire regardez, tout le monde va mourir. Mais tout ça, c'est des trucs de films d'horreur, c'est pas la réalité. La réalité, maintenant, au bout d'un an, on la connaît. Donc moi, je pense qu'il faut s'arrêter, se calmer. C'est une maladie qui tue surtout les personnes très âgées, il faut s'en occuper. Et donc, il faut développer les stratégies thérapeutiques dans les EHPAD. Nous, on a fait une évaluation dans les EHPAD et on faisait diminuer entre les EHPAD, la mortalité dans les EHPAD qu'on traitait par rapport à celle qu'on ne traitait pas, on divisait par 2 quand même. On passait de 28 à 14%. Que ça n'ait pas été repris ni retesté ailleurs est une chose qui me sidère parce que ça, si c'est vrai, ça, on parle de milliers de morts. Donc ça, c'est un point important. Après, ça, c'est la réalité. Après, tout le reste, moi, je crois que les restaurants, ça fait. Moi, je ne crois pas. Les modèles mathématiques de tout ça, c'est pas inintéressant, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est maintenant, on peut compter. Il n'y a pas de lien entre la brutalité des mesures sociales, sauf peut-être dans les pays dans lesquels les mesures sociales sont appliquées avec une puissance dont nous ne sommes pas capables, nous, dans les démocraties. Mais professeur, il y a quand même encore un mot, c'est sur les masques. Ça intéresse vraiment tout le monde, les masques. C'est vrai que c'est un signe quand même d'asservissement à un certain système aujourd'hui. On le pense en tous les cas. On a vu les études allemandes. La seule étude allemande indépendante qui a été menée à grande échelle au monde et qui montre les effets détestables, notamment psychologiques et physiologiques, sur les enfants. Vous en pensez quoi, vous, du masque aujourd'hui? Il faut continuer à le porter? Écoutez, moi, je pense que la seule évidence que l'on puisse avoir de l'efficacité du masque, c'est à l'inverse de ce que l'on fait, c'est dans les maisons, quand il y a quelqu'un qui est suspect ou qui est positif. Ce qui va beaucoup simplifier, parce que moi, je crois beaucoup à la différence de ce qui a été mis en place. Moi, je crois beaucoup à la technologie. Et donc, actuellement, nous, on est en train d'évaluer des tests par PCR qui donnent le rendez-vous, qui donnent le résultat en 2 minutes, si vous voulez. Et donc, je pense que quand quelqu'un est infecté, il faut le sortir de sa famille, ou il faut le sortir de l'endroit dans lequel il est pour le mettre dans un endroit où il ne risque pas de contaminer les autres. Il faut prendre des précautions qui ne sont pas encore bien prises, c'est-à-dire que l'histoire des masques n'est pas inintéressante, mais quand vous voyez le nombre d'infections nosocomiales, c'est-à-dire le nombre d'infections dans les hôpitaux, aussi bien, pas chez nous, nous, notre personnel de soins a un taux de positivité qui est plus faible que celui de la ville. C'est-à-dire ils savent ce que c'est qu'une maladie contagieuse, donc ça s'éduque. Mais dans les hôpitaux en général, et y compris dans le CHU, le nombre d'épidémies que nous avons dans le personnel de soins et chez les malades est considérable. Ça veut dire que c'est pas en disant on va foutre des masques que l'on va changer les choses. Donc ça passe par les mains, ça passe par le nettoyage des surfaces, c'est par les mains que ça passe essentiellement, et ça passe par le masque quand on est dans des relations sociales très proches, c'est-à-dire dans les familles. Et on sait que plus de 50% des contaminations qui se font en dehors des hôpitaux se font dans les familles. Ce n'est pas dans la rue que vous allez attraper par le vent le coronavirus, c'est dans les familles. Et ça, on a aussi des preuves scientifiques, c'est-à-dire que si on fait maintenant des études pour savoir qui a des anticorps dans la population générale et qu'on regarde comment les gens ont été contaminés, ils ont été contaminés, mais, et bien entendu, le plus de tout, c'est mari et femme, enfin, conjoint et conjointe maintenant, parce que les gens qui dorment dans le même lit, c'est sûr qu'ils se transmettent la maladie, vous voyez ? D'accord. Mais alors, ce qui est très important, et je pense que c'est le deuxième scoop que vous nous livrez là aujourd'hui, et je vous en remercie pour François, c'est que en fait, vous préconiseriez davantage de mettre des gants que de mettre un masque, en fait, si je vous écoute bien. Les gants ne sont pas inintéressants. Une deuxième chose sur les gants que les gens ne savent pas, parce que les légendes courent vite, c'est que les gants
on peut les décontaminer à l'alcool aussi. C'est-à-dire que quand vous avez touché quelque chose de suspect, une des choses qu'on a vues au cours d'Ebola, alors je m'excuse, mais on navigue dans un tel océan d'ignorance que ça fait partie, ça aussi, des ignorances qui pourront être répétées sur les plateaux de télévision, y compris par des professeurs de maladies infectieuses. Bien sûr, il faut mettre de l'alcool sur les gants. Ce que l'on a vu quand on a fait par caméra, en filmant par caméra, dans les transmissions dans le personnel soignant de Ebola. Ce que l'on a vu, c'est que quand les gens avaient mis les gants et qu'ils enlevaient leurs gants, s'ils ne décontaminaient pas leurs gants, c'était comme ça qu'ils se contaminaient en enlevant leurs gants. Et pour vous dire jusqu'à quel point, puisque vous êtes un Africain vous aussi, on a été très très frappé de voir qu'en Afrique, le taux de transmission du personnel de soins qui soignait les malades n'était pas plus élevé en Afrique que ce qu'il l'a été dans les pays occidentaux quand on a importé les gens. Et le pire, ça a été les États-Unis. Et une des raisons, vous savez, ils étaient très mal équipés. Comme gants, ils avaient des gants de cuisine et ils calculaient qu'il fallait 10 litres d'eau de Javel par patient. Et donc, ils se trempaient, quand ils avaient fini, les gants dans l'eau de Javel et ils ne se transmettaient pas la maladie et ils ne la transmettaient pas aux malades. Donc, vous voyez, ce n'est pas la peine d'être extrêmement sophistiqué. C'est sensible à l'eau de Javel, c'est sensible à l'alcool et donc il faut passer son temps à se décontaminer et à décontaminer les pièces que l'on a touchées. Et quand on peut ou quand on doit, on met des gants. Mais quand on enlève les gants, il faut se passer de l'alcool sur les gants avant de les enlever. Et il y a des gens qui vous diront, qui vous inventeront avec une pseudo-connaissance qu'il ne faut pas mettre de l'alcool sur les gants, ce qui est une bêtise. C'est aussi quelque chose que l'on a, c'est de la science. Nous, Philippe Broucky, chez moi, a mis des caméras dans toutes les pièces, avec l'accord des patients et des personnels, et on s'est rendu compte que le personnel pensait être protégé et protéger les malades en mettant des gants, et que du coup, il oubliait de décontaminer les gants après avoir touché des objets en touchant les malades, et que c'est comme ça qu'ils transmettaient les maladies aux malades. Précision effectivement extrêmement importante. Alors, professeur, c'est pas vous que je vais l'apprendre, hein, mais vraiment l'objectif, on le sait, de la médecine, c'est de soigner, c'est de prescrire. Or, on sait que les médecins aujourd'hui ne peuvent plus prescrire, je dirais en l'espèce. La fameuse solution précoce, désormais est quasiment interdite, un peu comme si on demandait à Messi de ne jouer qu'avec le pied droit, en gros. Donc, d'après vous, est-ce que la médecine préventive est oubliée, elle est placardisée? La santé alternative, pourtant, et vous êtes le premier à reconnaître, booste, hein, c'est ça l'immunité. Alors pourquoi finalement, professeur, s'en priver aujourd'hui? Écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a un premier point qui est que, encore une fois, dans la phase de désespoir qui a pris les gens qui étaient à la manœuvre, cette phase de désespoir, c'est on fait rien jusqu'à ce qu'on ait une baguette magique. Donc, cette phase de désespoir, elle a fini par atteindre, malheureusement, dans un certain nombre de cas, des médecins, qui ont fini eux-mêmes par avoir peur d'attraper la maladie et de recevoir les malades alors qu'on leur disait qu'il n'y avait rien à voir. Donc, il y a eu une espèce de démission du soin organisée par l'État, hein, de démission du soin, c'est on ne soigne plus. On dit aux malades, non, 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 je ne veux pas vous recevoir, je ne veux pas vous soigner, restez à la maison. Et si vous êtes essoufflé, allez appeler le SAMU. Donc, ce qui est quand même un défi par rapport à l'ensemble de ce que nous connaissons de la médecine. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, sur un certain nombre de points, dont la chloroquine, si l'État et un certain nombre de médias mainstream reconnaissent ce qui finira par s'imposer, parce qu'il y a eu 200 études sur l'hydroxychloroquine maintenant qui sont disponibles. Il y a un site qui s'appelle COV19, il suffit de le regarder. Et tous les gens qui font des méta-analyses d'une manière qui est honnête retombent sur le même résultat. Si vous dites ça à la fin, ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui sont morts pour rien et que ça aura des conséquences judiciaires au plus haut niveau qui seront inarrêtables. Donc jamais personne ne reconnaîtra qu'il a fait une faute pendant plusieurs mois qui a entraîné la mort de milliers de personnes. Alors, c'est vrai que le New England Journal of Medicine a légitimé vos travaux à travers 2 parutions, il y a quelques jours et aujourd'hui. Après le débunkage, je dirais, du Lancet, dont on a quand même beaucoup parlé, est-ce que pour vous, professeur, c'est une nouvelle victoire? C'est une victoire importante et qui va nécessiter, bien sûr, d'après vous, une réhabilitation par la suite?
Non, mais si vous voulez, moi, je ne me sens pas du tout déshabilité. Et je m'en fous complètement de ce que vous dites dans la presse. Non, pour dire la vérité, honnêtement, moi, je fais mon métier. En France, moi, j'ai publié plus de papiers sur le Covid-19 que n'importe qui. On doit en avoir plus de 100. On est seul à avoir rapporté quelque chose en dehors d'essais cliniques ratés qui étaient les gens qui ont organisé ça, qui ensuite se sont donné des prix à l'INSERM et puis des médailles qui la Légion d'honneur, n'ont publié que des études qui ne marchent pas. C'est pas inintéressant. Personnellement, je m'en fous. Simplement, t'entends la réalité rattrape les gens. Toutes ces études ne marchent pas. Il est probable que le médicament de Gilead a un effet épouvantable sur l'hypermutation des virus. Personne ne faisait les tests. Nous, on nous a dit qu'on était de fous de faire les tests, mais vraiment tout le monde les fait. Personne ne savait même à quoi servait un génome. Moi, j'ai quand même eu des gens qui m'ont dit à moi, qui était le seul à avoir fait les génomes au milieu d'été, qui n'avait pas de mutation. Il faut avoir un culot absolument phénoménal. Moi, je fais des génomes à la série depuis plus de 20 ans. Les gens qui n'ont jamais fait un génome de leur vie, qui me disent face to face, vous savez, il n'y a pas de mutation. On atteint des degrés de ridicule. Et donc, je m'en fiche complètement de ce que disent les gens. En plus de ça, ils répètent en boucle, et même vous, vous faites piéger. Vous voyez, ah, M. Raoult a dit que c'était une grippette, ou M. Raoult a dit qu'il n'y aurait pas de rebond. Il n'y a jamais eu de rebond. Il y a des épidémies différentes. Non, mais en toute déontologie, je me pose les questions que les Français se posent et je ne fais que vous les relayer, professeur. Et donc, il ne doit pas y avoir de connivence, outre mesure ou quoi que ce soit. Et je pense être quand même suffisamment renseigné comme on l'est ici à François. Du reste, vous louez, vous, régulièrement les mérites de François et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles vous nous accordez aujourd'hui cette émission parce qu'il y a chez nous quand même à la fois une droiture d'esprit et je crois un esprit assez scientifique dans la façon dont on a de traiter l'information, une forme d'information incomplète que l'on voit par ailleurs à la télévision. Vous le confirmez? Je pense que c'est ce que je vous dis, je ne sais pas pour vous embêter. Oui, oui, non, allez-y. C'est très, vous n'y pouvez rien, si vous voulez. C'est comme les apparitions de néologismes, si vous voulez, et ça fuse exactement comme les maladies infectieuses, comme une épidémie. Il a dit ci, il a dit ci, il a dit ça, et c'est la raison même la raison pour laquelle j'ai écrit ce que j'ai appelé mes carnets de guerre, qui est 100% de ce que je dis pour de bon. Et c'est vérifiable parce que, bien entendu, c'est toutes les vidéos et toutes mes interventions et on peut regarder mot à mot ce que j'ai dit. Donc, quand on me dit « vous avez dit ça », c'est extrêmement simple d'aller regarder si c'est vrai ou pas vrai. Bien sûr, c'était le début de nos discussions, ça sera bientôt la fin. On a quand même deux questions, elle est très rapide parce que le temps en presse et je veux respecter vraiment le délai que vous nous avez imparti. D'abord, cette première question des spectateurs, pensez-vous que le virus, professeur, est réel ou artificiel, créé de toutes pièces, et que l'humanité est en train de changer de paradigme? Voilà, première question. Non, non, bien sûr, c'est un virus réel, des coronavirus, il y en a des milliers, et puis de temps en temps, pour une raison ou pour une autre, ces virus sont susceptibles d'avoir non seulement d'infecter l'homme, ce qui est assez banal, hein, il y a beaucoup, c'est ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire les virus des animaux qui se transmettent à l'homme, et puis de temps en temps, ça devient des maladies humaines, c'est-à-dire des maladies susceptibles de transmettre d'homme à homme. Vous voyez, la grippe aviaire n'est pas devenue une maladie humaine, celle-là est une maladie humaine qui donne des épidémies. Donc, vous n'êtes pas en ligne et vous n'êtes pas en phase avec le professeur Montagnier qui, lui, disait que c'était artificiel et que ça a été créé en laboratoire et que ça fuguait. Vous savez, à côté d'un laboratoire, c'est une chose dont on n'a pas parlé, toutes les densités animales majeures, hein, comme celle, bien sûr, des chauves-souris qui peuvent vivre à 1 million dans une cave, ou celle des visons, dans lequel vous pouvez avoir 1 million de visons dans un élevage, ça crée, c'est autre chose qu'un laboratoire. Hein. C'est quelque chose dans lequel vous pouvez avoir des virus qui circulent et qui évoluent à une vitesse folle, parce que le virus a d'autant plus de chances qu'il est transmis rapidement d'animal à animal. Donc, si vous voulez, les virus, ça fait partie de notre écosystème, c'est comme ça, et donc il y en aura d'autres. Après, si vous voulez, ce qui m'inquiète, moi, c'est pas du tout, c'est bien possible qu'un jour, il y ait un virus. Il y a eu un virus qui a eu un effet terrible, c'est le virus du sida. Ça, oui, c'était sérieux, ça a tué des millions de gens, il y avait des jeunes dedans, etc. Après, si vous voulez qu'il y ait une grippe plus sévère ou qu'il y ait du Covid, bien sûr, ça se passera. Et bien sûr, la population, comme on a fait des efforts considérables, on a une population d'une fragilité immunitaire considérable à partir de 75 ans ou de 85 ans, et que donc cette population, dès qu'il y aura une nouvelle épidémie, c'est la population qui va payer le tribut le plus important sans que ça change l'espérance de vie de l'humanité. Donc,
Ça continuera, bien sûr. Chaque fois, il y a des virus nouveaux. Il y aura des coronavirus. Il y en avait déjà 4 qui circulaient en permanence de coronavirus, hein, qui tuent beaucoup déjà, hein. Et donc, ben voilà, c'est quand vous avez une infection respiratoire, que vous avez 92 ans ou 93 ans, si vous voulez, la chance que ce soit le dernier épisode de maladie que vous ayez est relativement importante. Alors, dernière question, bon, elle est un peu, je dirais, disruptive, hors cadre, mais bon, vous allez répondre si vous voulez. Ce téléspectateur demande si vous avez un garde du corps. Parce que, est-ce que sinon vous risquez, dit-il, de finir comme Coluche. Est-ce que c'est une crainte pour vous, la sécurité? Alors, écoutez, d'abord, je ne fais pas de moto, donc c'est déjà une première chose. La Ah, deuxième chose, c'est que, écoutez, grâce aux mesures que prend le gouvernement, je me déplace très peu. Je reste beaucoup à Marseille. À Marseille, je vous assure que des gardes du corps, j'en ai des centaines de milliers, hein. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Je vis dans ma ville, je vis très bien. Les gens sont d'ailleurs très respectueux. Ils me font un petit signe de la main. Ils essaient d'éviter de... ouais, on a vu ça sur des images, hein, quand vous reveniez de l'aéroport, vous étiez accueilli comme après les victoires en Coupe d'Europe de l'OM. Je ne me sens pas du tout en insécurité. Voilà. Très bien, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Je tiens quand même pour terminer à préciser un peu les choses concernant François, qui n'a pas du tout l'âme, je dirais, complotiste, comme certains essaient de nous faire croire, en tous les cas. Tout le monde est le bienvenu ici. Je lance du reste un appel quasi public au ministre, afin qu'il vienne s'exprimer également dans cette émission, le droit de la vérité. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui quand même qu'on nous cache des choses, et honnêtement, personne ne comprend ce qui nous arrive. Ça, c'est un fait objectif. Et c'est tout l'objet finalement de cette démarche de transparence qui nous anime ici, qui anime la rédaction et qui anime toute l'équipe de François. Je pense que c'est une démarche quand même honnête, une démarche utile. Les journalistes ici ne sont pas des surexcités, comme vous pouvez le voir, simplement des gens de bon sens, comme tous les Français. Ils doutent, ils veulent savoir, ils veulent véritablement comprendre, ni plus ni moins. En tout cas, merci infiniment, professeur. Merci de nous avoir, vous téléspectateurs, suivi cette émission. N'hésitez pas à envoyer vos multiples réactions. On ne manquera pas de les relayer, de les transmettre. Peut-être pas directement au professeur Raoult, parce que là maintenant, il va travailler auprès de ses patients, mais en tous les cas, les relayer auprès de son équipe. Professeur, merci infiniment. C'était un plaisir pour moi de vous avoir. Et à très bientôt donc, pour une nouvelle émission du Défi de la vérité de François. Au revoir.